plus de 60% des jeunes qui jouent en ligne, sur ces jeux multijoueurs, jouent jusqu'à 80 heures par semaine. L'étude en France n'a pas été poussée à son terme, mais je pense qu'on doit peut-être sur des chiffres à peu près similaires. Quoi qu'il en soit, aux États-Unis, c'est devenu une cause de santé publique et ils ont dégagé énormément de moyens pour étudier ces usages autour de ces jeux qui sont encore une fois très souvent des jeux violents. Et ce qui est apparu dans ces études-là, paradoxalement, alors s'il y a des mécaniques d'addiction sur lesquelles ils ont été amenés à travailler, mais il est apparu également que les utilisateurs, souvent des jeunes, donc, développaient des niveaux d'intelligence un petit peu atypiques. On a travaillé là-dessus, donc en France, on a des chercheurs comme Bruno Latour, anthropologue, sociologue, ou Frédéric Tordeau, qui est psychologue, qui se sont beaucoup intéressés à ça, et en gros, il en ressort que la mécanique de l'avatarisation, le fait d'avoir un avatar dans ce type de monde virtuel, le fait de se voir agir, amène une certaine forme d'augmentation cognitive. Cette distance permet une plus grande agilité, en tout cas un mode de fonctionnement qui est différent que dans la vraie vie. Et c'est fort de ce constat aussi que nous avons décidé de nous tourner vers l'éducation nationale et de proposer. Dans ce type d'expérience, en fait, l'idée pour la personne, ça va être de télécharger un logiciel qu'on met à leur disposition, un émulateur, et ils vont se retrouver dans un monde virtuel 3D, mais ils sont représentés dans ce monde virtuel en 3D par un petit personnage qu'on appelle un avatar et auquel ils vont s'identifier. Et donc là, pour le coup, on travaille depuis pas mal d'années avec des chercheurs, des psychologues, des sociologues. On est accompagné d'ailleurs par le LEST CNRS, Laboratoire d'économie et de sociologie du travail à Aix-en-Provence, en particulier par Martine Gady. Les environnements immersifs que nous utilisons dans l'éducation nationale ont représenté pour moi des opportunités à la fois de recherche, mais aussi de valorisation, de développement technologique et de la recherche dans le monde éducatif. Aujourd'hui, on va appeler ça les MUFs en anglais, c'est Multi-User Virtual Environments. Donc en français, ça donne environnement virtuel multi-utilisateur. Et ce sont des environnements qui sont utilisés par les jeunes ou les plus vieux qui jouent à des jeux multijoueurs en ligne, en 3D. Et en fait, ce qui m'a intéressé dans cette technologie, c'était d'abord l'écho que ça représentait pour moi en tant que mère de famille, puisque en fait, mon fils qui était en situation d'échec scolaire et de décrochage même, s'était mis à jouer de façon très importante au quotidien avec des jeux multijoueurs en ligne qui étaient des jeux de stratégie, mais quand même, il y passait beaucoup de temps. Et pour nous, parents, c'était quelque chose qui pouvait être désolant, puisqu'il vivait, on voyait qu'il existait dans ce monde qui l'attirait sans cesse, alors que l'école l'attirait de moins en moins. D'ailleurs, jusqu'au jour où, un jour, il nous a dit « je me sens sale quand je vais à l'école », puisqu'il n'avait que des mauvaises notes, il y avait un aspect finalement d'auto-exclusion. Et j'ai essayé de comprendre ce qui l'attirait dans ce monde, et j'ai compris qu'il y avait une identité, justement, qui était une identité honorifique, c'est-à-dire qu'il était bon joueur, il était un joueur à la fois sympathique, qui apprenait aux autres, qui aidait les autres à gagner, qui savait gérer une équipe. Il apprenait à parler anglais comme ça, d'ailleurs, donc j'ai bien vu que là, il faisait des apprentissages, et je me suis dit, mais pourquoi ne pas utiliser ça pour, justement, faire de l'éducation telle qu'elle est faite au niveau des contenus à l'école, mais le faire différemment. Et là-dessus, avec Pierre-Yves, on s'est retrouvé complètement en convergence pour utiliser cette technologie dans le domaine éducatif, puisque lui avait essayé de l'utiliser dans le domaine je dirais, des échanges de savoir, dans le domaine de l'éducation populaire. Et donc on s'est rejoint sur ce projet éducatif. Donc on a été amené à présenter la technologie pour des projets nationaux au niveau de l'éducation, qui essayaient de mixer à la fois des chercheurs, des entreprises et des enseignants sur des nouvelles technologies. Et à ce moment-là, on a rencontré un enseignant qui était un peu un enseignant iconoclaste et qui était intéressé par la technologie et qui nous a demandé si on voulait mettre en œuvre cette technologie dans son collège.
L'expérimentation que nous menons avec le collège Fontaine à Gap a confirmé non seulement l'intérêt de ce type d'outil, donc d'une plateforme de réalité virtuelle immersive pour l'accompagnement aux devoirs et à la mise en place de certaines expériences un peu originales en pédagogie. Sur certains cours, les élèves ont des tablettes et vont, même s'ils sont en présentiel réel, ils vont se retrouver dans le monde virtuel pour vivre des expériences pédagogiques à plusieurs, des travaux pratiques, des projets transversaux qui allient le prof d'histoire, le documentaliste, le prof de français, les profs de langue, dans des expériences un petit peu innovantes, donc qui utilisent cette technologie qui plaît particulièrement aux adolescents dans la mesure où ces adolescents connaissent la culture du jeu multijoueur en ligne, la pratiquent souvent et ils reconnaissent ces environnements qu'ils ont l'habitude d'utiliser, mais là pour le coup pour des activités un petit peu plus sérieuses. Donc le collège a été accompagné, on a un professeur référent, un professeur de maths qui est très impliqué dans la démarche, qui est Thomas Garcia, qui s'est complètement saisi de cette technologie et qui a emmené et ses élèves et ses collègues dans différents types d'expérimentations en réalité virtuelle immersive sur le site du collège virtuel, et puisque le collège Fontaine à Gap a sur 7 hectares un collège virtuel, donc des salles, des établissements, des espaces pédagogiques sur notre plateforme, dans un collège qui est protégé, c'est-à-dire qu'il faut une autorisation pour pouvoir y accéder, et sur lequel les élèves ont un accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et sur lesquels les professeurs vont régulièrement les interpeller pour leur faire travailler telle ou telle notion. C'est une zone rurale, donc les élèves se voient moins, et il y a eu ça a duré 2 mois, 2-3 mois, où ils se connectaient, mais tu avais la moitié de la classe qui se connectait tous les jours. Ils se cachent, ils vont dans la cave ou au fond de la mer. Pour ne pas être embêtés par les autres, ils se cachent. Ils se sont d'abord cachés parce qu'ils ne savaient pas s'ils avaient le droit de faire des choses. Donc on va étudier l'articulation entre ces différents niveaux, le niveau individuel, le niveau du groupe, du collectif, et le niveau de l'organisation d'ensemble du collège, pour voir comment la technologie, ici immersive, fait évoluer ces pratiques à travers la façon dont les enseignants s'en saisissent, mais aussi les élèves. N'oublions pas les élèves, puisqu'en fait ce sont les premiers usagers dans la classe et à la maison. Et de ce point de vue, il est intéressant de regarder comment les élèves reconçoivent un espace à la frontière entre l'espace éducatif et l'espace social domestique, entre copains, et comment on reconstruit un espace virtuel à partir de la technologie. Par exemple, on a des élèves qui vont continuer à échanger après les échanges dans le monde immersif en classe, ils vont rester, ou après le moment d'aide aux devoirs qu'ils ont eu avec l'enseignant à distance, eux étant chez eux et l'enseignant étant au collège. Et là, ces élèves vont continuer à échanger dans l'espace immersif sur à la fois leurs difficultés, mais aussi sur autre chose qui relève de la vie sociale et de la socialisation de l'élève, qui sont des éléments de l'environnement éducatif qui sont quand même fondamentaux aussi pour que l'élève soit heureux à l'école. Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est la transformation professionnelle des enseignants et donc plus largement la transformation de l'organisation dans laquelle ils sont immergés à partir de l'usage de la technologie. Alors pas tous les enseignants utilisent cette technologie, mais pour certains elle représente une opportunité de renforcement d'une certaine forme de pédagogie qu'ils ont déjà mis en place. Et donc ce qui nous intéresse, c'est le sens que cette technologie a pour eux, mais en même temps, à quel changement et à quelles nouvelles règles elle les conduit, vers quelles nouvelles règles elle les conduit en termes à la fois d'usage, mais aussi de relations aux élèves, et de scénarisation des contenus. Et donc quand on parle de ça, on est peut-être au niveau individuel, mais évidemment la question de mutualiser des scénarios, de mutualiser des temps de partage, des moments de régulation,
va émerger, et donc on ne peut pas étudier l'appropriation de la technologie seulement au niveau des individus et des enseignants individuels dans la classe, même s'ils ont tendance en effet à être individualisés dans leur métier, dans leur pratique, mais on va interroger aussi les usages du point de vue de la reconfiguration de collectifs dans l'organisation qu'est le collège. Et donc de ce point de vue, on va avoir des résultats intéressants si on se positionne en longitudinal, c'est-à-dire qu'on regarde ces transformations à l'échelle de plusieurs années. On a plusieurs modes de collecte de données. En effet, pour nous, l'entretien individuel reste très important au niveau des différentes catégories de personnel et aussi des élèves. Donc on est sur des entretiens qui sont, je dirais, au début exploratoires, mais de plus en plus on évolue vers des entretiens de type clinique de l'activité, où la personne en face est mise en capacité de réfléchir à sa pratique et de livrer des réflexions sur sa pratique. Donc quand on a fini l'entretien, on a construit quelque chose ensemble qui relève d'une réflexion sur la pratique. Les enseignants ont un rôle à jouer en tant que chercheurs, c'est-à-dire que on les considère comme des co-chercheurs. Ils ont le droit d'interroger notre méthode, de faire évoluer la méthode et aussi de nous dire les questions qu'ils auraient envie qu'on aborde plus précisément. Il y a plein de choses que je fais parce qu'il y a la technologie. Et souvent, je ne suis pas convaincue au départ. Par exemple. Par exemple, la dictée de chatter. C'est un bon exemple d'essai que j'ai fait en me disant, bah, tiens, je suis en train de varier mon enseignement de l'orthographe autant que je peux. J'essaie de trouver des stratégies pour qu'ils se posent les bonnes questions. J'essaie ça. Ma problématique à moi, quand je fais une dictée de chatter, c'est vraiment comment est-ce que je fais pour que mon élève reste pas face à sa phrase sans rien entreprendre pour la corriger. C'est ça notre défi à nous en orthographe. C'est l'élève qui a écrit et après il ne sait pas par quel bout la prendre pour la corriger. Souvent il sait qu'il y a des choses à corriger, mais pas. Et donc voilà, c'est d'inventer chez lui des stratégies pour se corriger et puis l'engager vraiment dans cette démarche-là. Mon point d'appui principal, c'est la permanence en fait de ce qui reste dans le chat, parce que ça permet aux élèves de relire ce qui a été fait précédemment et de se corriger. La technologie a permis par exemple de créer aussi des interactions entre les élèves et le professeur et entre les élèves eux-mêmes, le fait de pouvoir poser des questions au professeur dans ce cadre-là, parce qu'en fait dans la dictée de chatter, ce qui se passe c'est qu'il y a à la fois la phrase que je vais lire, ils vont avoir leur brouillon et ensuite ils ont un temps où ils me posent des questions. Donc ils me les posent à moi, mais ils lisent et ils ont le droit de répondre aussi aux questions et donc il y a une forme d'interaction et les questions des autres servent aussi de tremplin pour les élèves précédents. Donc l'outil technologique va donc développer des interactions différentes de celles de la classe habituelle, à la fois entre professeurs et élèves et entre pairs dans la classe. Je trouve la dictée de chatter moins intéressante. D'accord. Mais ça ne me dérange pas de travailler là-dessus aussi, parce que s'il faut que ce soit suffisamment circonscrit, effectivement, on a la matière pour que ce soit... je pense qu'on a effectivement la matière pour analyser à la fois mes préparations et comment j'ai évolué en essayant cette pratique-là, comment l'idée m'en est venue, comment j'ai essayé de formaliser aussi vis-à-vis de Muriel dans un second temps. Donc moi j'ai de quoi faire, vous aussi je crois que vous avez de quoi faire aussi, et puis en production d'élèves on peut à la limite refaire une séance aussi prochainement, c'est possible ça. Alors ce qui est très intéressant c'est la relation entre ce que tu dis du coup et l'apprentissage situé. Parce que là l'apprentissage situé avec la mobilisation du chat qui ressemble à leur façon de communiquer entre eux, crée une familiarité. On pourrait faire l'hypothèse que ça dédramatise l'exercice et donc ça les désinhibe. Mais c'est ça. Voilà. Et donc il y a un aspect de régulation émotionnelle aussi qui va jouer. Et ce qu'on voyait ressortir là tout à l'heure, c'était la référence aux réseaux sociaux des enfants. Les 3 enfants qu'on a eus, qu'on a interviewés vite fait, c'était pour elles le chat, il y avait une familiarité avec le chat qui était très forte dans ce qu'elles ont dit. Et ça les ramenait à leurs échanges conviviaux, y compris sur les devoirs aussi d'ailleurs, sur Instagram. Et le chat leur fait penser à Instagram. Et c'est assez amusant de voir qu'ils utilisent Instagram, là, les enfants, pour s'entraider pour les devoirs. Et donc ils ont créé un groupe de proches et un groupe plus large. Peut-être qu'on pourrait choisir aussi en fonction
qu'est-ce que ça permet comme engagement dans l'activité pour des élèves Bien sûr. que tu peux avoir du mal à engager Oui. au quotidien. Comment se combinent ces différents éléments dans des façons d'enseigner qui évoluent en fonction de l'évolution des technologies. Et donc, si tu veux, nous, notre boulot, ça va être de décrire ce qu'est cette technologie, ce qu'elle a de nouveau en termes de potentiel, etc. Est-ce qu'il faut travailler aussi sur les conditions d'application de cette technologie ou pas? Dans quel contexte ça peut être valable, par exemple? Parce que là, ils vous disent, en précisant son contexte, là, c'est descriptif, ou est-ce que c'est dans l'idée qu'il y a des conditions auxquelles ça peut fonctionner, des conditions auxquelles ça ne peut pas fonctionner, ou pas du tout? Moi, c'est descriptif. Perso, je militerai pour expliquer les conditions, dans le contexte, on explique sont favorables. les conditions favorables, oui, tout à fait. Les conditions favorables, parce ça ne va pas de soi, et donc il y a un apprentissage, y compris technologique, ce qui nous permettrait de mettre en évidence la notion de littératie numérique aussi de l'enseignant. Ça m'aide à prendre un petit peu de recul par rapport à ma pratique et à me sentir autorisée à tester, à expérimenter. Le lieu où ils vont faire cette réalisation à l'hôpital. À l'hôpital, le jardin de l'hôpital. Oui, les soins palliatifs. Donc la réalisation doit se faire fin avril, début mai. Ils sont beaucoup plus concentrés, ils sont vraiment immergés quand ils font le travail, ils le font pendant 1 heure, alors que d'habitude au bout de 20 minutes, Oui, il faut plus... ils décrochent. Alors que là, quand ils travaillent sur leur parcelle dans le collège... Et quand tu dis ça, la comparaison que tu fais, tu l'as fait par rapport à l'atelier? Ah oui, sur les travaux qu'on a, les travaux informatiques, oui, ça... Sur les travaux informatiques. Bon, après, Est-ce que sur le terrain, et sur le terrain... est-ce qu'il y a de l'entraide comme ça ou Non, ils vont plutôt râler si l'autre a du retard. D'accord, Et s'il ok. traîne la patte... Parce que c'est un projet commun et qu'ils sont obligés d'être tous, alors ça. que dans le collège virtuel, ils ont chacun leur projet, ça. donc ils sont chacun chef de C'est leur ça. parcelle. Donc, et à la fin, je pense, donc, vu que là, ils sont chacun sur leur parcelle, à la fin, on va mettre en commun D'accord, leurs différents projets. ok. Voilà, donc on va choisir les meilleures idées de chacun Ok. et on va mettre ça en commun. Et après, je présenterai Le projet pour le projet en fonction D'accord, de leur avancement. ok. J'ai jamais eu le truc, bon, j'ai le projet en Mhm. tête, mais je m'adapte. D'accord, donc tu les as vus travailler et qu'est-ce qui t'a... Et aussi parce que je travaille aussi en parallèle, moi, le projet. D'accord, Ça aussi. mais quand tu dis je les ai vus travailler, c'est l'élément déclencheur qui- Leur enthousiasme, c'est vrai D'accord. que c'est porteur quand même. Quand Ok. tu les vois contents, s'ils m'avaient dit oh non, ça nous ennuie, on n'a pas trop envie, Mhm. j'aurais peut-être laissé Oui, tomber. non, Mais là, c'est vrai que vu leur enthousiasme, je ne peux pas être indifférente. Ok. Donc, j'ai vraiment envie de voir ce que ça va Ok. donner. Une question sur le programme et la question de la place de la compétence de créativité. Est-ce que c'est une compétence qu'on vous demande de travailler dans... Alors moi, c'est plutôt l'observation que je vais essayer de développer chez eux. Parce que c'est important d'observer dans le métier de maraîchage, de l'horticulture. Les plantes, elles ne parlent pas, il faut les observer. Donc on développe beaucoup l'observation. Après la créativité, il y en a certains qui sont créatifs et d'autres moins. Parce que quand tu dis que vous allez prendre les meilleures idées... Mais on va communiquer, chacun individuellement présenter leur projet, et après chacun dira ça c'est une bonne idée, donc il y aura débat. Je ne sais pas après si on peut avoir des arrosoirs, des asperceurs, goutte à goutte. Après là je vais les laisser imaginer, récupérer les outils qui sont déjà existants. Je vais te mettre en place les outils. Et dans les usages des outils, tu reviens vers moi pour me dire j'aimerais bien que l'arrosoir, on voit l'eau couler quand il le manipule, ou qu'on sache qui a utilisé l'arrosoir, ou combien de temps. Quelque chose qui me dérange dans le collège virtuel, il fait toujours beau. Mais ça peut se changer ça. Voilà, il fait toujours beau. Alors que les plantes, alors est-ce qu'on est dans le milieu aride, aquatique voilà. On peut même te donner des droits pour que toi tu décides de la météo. D'accord. Il fait toujours jour aussi. Oui. Au niveau des plantes, est-ce que tu as ce qu'il faut? Alors, au niveau des plants, moi j'aimerais bien, tu vois, des annuelles, des bisannuelles, un peu de fleurs, tu vois.